vais essayer d'attirer votre attention sur trois aspects fondamentaux. D'abord, les accords qui ont été violés récemment et les accords, d'autre côté, les accords qui ont été abandonnés, disons, desquels certains pays se sont retirés. Et finalement, que reste-t-il? Quels sont les traités? Quelle est la situation d'aujourd'hui? Quels sont les principaux traités et accords qui sont encore valables, qui sont encore en fonction? Évidemment, je, je vais concentrer mon attention sur l'aspect nucléaire, hein, sur les questions nucléaires. Alors, euh, les, les, accords ou les documents qui ont été violés d'abord. Je dois commencer par la Charte des Nations Unies, parce que l'article 2, paragraphe 4 de la Charte contient une prohibition du recours à l'usage de la force ou même de la menace de la force contre l'intégrité territoriale des membres de l'ONU. Donc, je ne peux ne pas me référer à la situation de l'Ukraine, où il y a effectivement eu non seulement une menace, mais un recours à la force contre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. En plus, l'article 51 de la charte parle de la légitime défense. Les États ont quand même le droit de se défendre, mais ceci peut venir seulement jusqu'à ce que le Conseil de sécurité n'intervienne pas. Et malheureusement, que vous le savez mieux que moi, les possibilités d'intervention du Conseil de sécurité sont soumises à l'approbation du Conseil de sécurité, mais les 5 membres permanents, dont la France, ont le droit de veto. Donc, il est très difficile d'arriver à une résolution du Conseil de sécurité quand les intérêts d'un de ces 5 pays est mis en question. Et c'est le cas, évidemment, de la Russie. Alors, la Charte des Nations Unies ne parle pas d'armes nucléaires, ne parle pas d'utilisation d'armes nucléaires, pour la simple raison que quand la Charte a été établie, les armes nucléaires n'étaient pas encore connues. Donc, mais il est évident que cette prohibition à l'usage de la force se réfère à plus forte raison dans le cas de l'emploi des armes nucléaires. Je crois que le président Poutine a été, je dirais, assez prudent en en faisant des déclarations qui pouvaient être considérées comme une menace de l'emploi des armes nucléaires. Il ne l'a pas vraiment dit très explicitement. Quand même, il a annoncé des mesures qui sont même plus dangereuses que de la simple menace. C'est-à-dire qu'il il a mis en état d'alerte euh, son arsenal, l'arsenal nucléaire russe, et il l'a annoncé publiquement, au moins 2 fois publiquement. Et donc, c'est quand même je crois que ce sont des annonces qui sont même plus dangereuses que la simple menace. De toute façon, ses collaborateurs et plusieurs dignitaires du régime russe ont été beaucoup plus explicites. Et je me réfère en particulier à Dmitri Medvedev, l'ancien président et maintenant vice-secrétaire général de la commission de défense de la Russie, de la Fédération russe, qui lui a vraiment fait des déclarations très agressives, même dans le secteur nucléaire.
Je voulais souligner un aspect qui n'est pas toujours pris en considération, c'est que la menace et évidemment l'utilisation de la force contre l'intégrité territoriale d'un pays est une des raisons pour lesquelles un pays peut être expulsé des Nations Unies. Donc, évidemment, le processus pour cette expulsion est assez compliqué, mais c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui doit, disons, prendre une résolution pour expulser un pays, mais sur la base d'une recommandation du Conseil de sécurité. Donc, même là, même si c'est seulement si c'est seulement une recommandation, il faut je crois que les 5 membres permanents ont le droit de veto, même pour ce qui concerne les recommandations. Donc, l'expulsion aussi est soumise à l'approbation des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, un autre document qui a disons, une importance dans ce secteur, et qui se réfère plus directement à la situation ukrainienne, c'est le mémorandum de Budapest de 1994. C'est un mémorandum dont certainement vous avez entendu parler et à travers lequel 3 pays, les États-Unis, la Fédération russe et le Royaume-Uni, assuraient encore une fois l'intégrité territoriale, mais cette fois-ci spécifique de l'Ukraine et son indépendance politique. Cet engagement de ces 3 pays, ces assurances de sécurité, étaient mises, disons, conditionnées étaient données, disons, à l'Ukraine à condition que l'Ukraine renonce à l'arme nucléaire et qu'elle devienne un membre du traité de non-prolifération nucléaire, un membre non nucléaire du traité de non-prolifération nucléaire. C'était des garanties importantes, même si elles n'étaient pas, disons, contraignantes d'un point de vue légal, parce que ce n'était pas un vrai traité. Mais quand même, le mémorandum de Budapest a été signé par les chefs d'État de ces 4 pays, et donc il a une certaine valeur, disons, certainement une grande valeur politique. Et je dois dire que ce qui est bizarre, c'est que l'actuel ministre des Affaires étrangères de Russie, qui en 1994 était le représentant permanent de l'Union, de la Fédération de Russie aux Nations Unies, était parmi les premiers à proposer aux Nations Unies que ce document, le mémorandum, devienne un document officiel des Nations Unies. Donc, bien que, disons, ce soit seulement un langage de caractère politique, le mémorandum a une certaine, je dirais, importance politique, certainement. En plus, il a été aussi signé par d'autres pays qui se trouvaient dans la même condition de l'Ukraine, c'est-à-dire la Biélorussie et le Kazakhstan. Moi, je dois dire que je sens personnellement une certaine responsabilité pour avoir, disons, encouragé l'Ukraine à adhérer, disons, à participer et à accepter, disons, cet accord, parce que presque tous les pays occidentaux ont vraiment fait pression pour que, justement, l'Ukraine abandonne les armes nucléaires qui étaient, disons, coloquées dans son territoire et qu'elle renonce officiellement à avoir des armes nucléaires. Je crois que c'était une erreur de faire cela et je crois que les dirigeants ukrainiens ont fait une erreur
d'accepter cet échange, disons, garantie de sécurité en échange disons, du renoncement à l'arme nucléaire, étant donné que, disons, d'un côté, ils ont pris une décision qui était juridiquement contraignante, celle de renoncer à l'arme nucléaire et de devenir membre non nucléaire du TNP, mais pour recevoir des garanties qui n'étaient pas contraignantes et donc qui n'avaient pas de grande valeur, disons, d'un point de vue juridique, comme nous avons vu. Donc, parce que finalement, ce traité, cet accord a été très défavorable pour l'Ukraine. Voilà. Donc, rétrospectivement, je dois dire que je dois faire, et je crois que nous, pays occidentaux, devons faire un mea culpa pour avoir engagé l'Ukraine à faire cet accord. Mais il n'y a pas seulement l'Ukraine. Un autre engagement, un autre accord qui a été violé est la déclaration commune, et je rentre maintenant dans la situation de la péninsule coréenne, la déclaration commune entre la Corée du Nord et la Corée du Sud sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'était un arrangement, si vous voulez, ce n'est pas un traité non plus, c'était une déclaration officielle qui a été prise, qui a été faite je crois, en 1996, non, 92, au moment où les États-Unis ont retiré leurs forces nucléaires qui étaient stationnées en Corée du Sud. Et cet accord prévoyait que le terme utilisé est la dénucléarisation. En réalité, c'était la prohibition de produire, de tester, de déployer, d'utiliser, enrichir l'uranium, produire du plutonium. Cet accord est resté, disons, valable jusqu'à ce que la Corée du Nord n'entame, ne lance son programme nucléaire militaire en 2006. Donc là aussi, il y a eu une violation de cet engagement qui, de la part seulement de la Corée du Nord, parce que la Corée du Sud, au contraire, a toujours respecté cette déclaration commune. Voilà, ça ce sont, disons, les accords qui ont été violés par certains membres de la communauté internationale. Probablement, il y en a d'autres, mais enfin, dans le secteur nucléaire, je crois que ce sont les trois principaux exemples principaux de violation d'accords. Alors maintenant, je vais passer à vous parler des traités qui ont été dénoncés, les traités qui ont été dont les pays, certains pays se sont retirés. Tandis que, disons, le premier prix dans le secteur de la violation est plutôt, doit aller plutôt à la Fédération russe, dans le secteur, disons, de la sortie, de l'abandon de traités dans le secteur nucléaire, le premier prix, le prix Nobel va aux États-Unis, qui ont dénoncé plusieurs accords importants dans le secteur nucléaire, à commencer par le traité ABM, Anti-Ballistic Missile, que les États-Unis ont dénoncé en 2002. Le ABM était un accord très important. C'était, disons, un des piliers de la stabilité nucléaire, de la stabilité stratégique entre les États-Unis et la Russie, qui contenait une prohibition des missiles antimissiles, de la défense antimissiles. Donc, cela veut dire établir une vulnérabilité réciproque des deux pays.
disons, cette décision a été prise par les États-Unis au temps de la présidence Bush Jr. Et, et les États-Unis voulaient avoir la main libre dans le secteur de la défense antimissile parce qu'ils pensaient qu'ils avaient disons, un avantage stratégique dans ce secteur, un avantage surtout technologique, et donc voulaient profiter de cet avantage. Mais ça a été, je crois, ce retrait américain a eu un effet désastreux pour la confiance mutuelle et la stabilité. Et surtout parce que, comme, disons, réaction, la Russie s'est refusée de conclure le traité stratégique SALT II qui contenait la prohibition d'introduire des missiles à tête multiple. Ça se dit, ça, un MERV, qui existent et qui sont, selon moi, des armes très déstabilisantes. Je vois que le temps passe, mais j'ai encore quelque chose à vous dire. Mais disons que le primat dans l'abandon de traités nucléaires au sein des États-Unis a eu lieu au temps de la présidence Trump, qui a dénoncé d'abord le traité INF, Intermediate Range Nuclear Forces, des missiles à jetée intermédiaire qui était installé en Europe. Et cet accord était pour moi un chef-d'œuvre de désarmement nucléaire parce que grâce à cet accord, toute une catégorie d'armes nucléaires a été interdite. Non seulement il y a eu prohibition, mais il y a eu la destruction physique de ces missiles et un système de vérification vraiment de première catégorie, très disons, très rigoureux. Et donc, l'abandon de ce traité, les Américains ont accusé les Russes d'avoir violé le traité. Les Russes ont accusé les Américains de violer le traité. En réalité, il y avait des mécanismes à l'intérieur de ce traité, de ce traité, qui prévoyaient justement la possibilité de se mettre d'accord dans des cas de dispute de ce genre, mais cet instrument n'a pas été utilisé. Et donc, les États-Unis d'abord et l'Union et la Russie après ont dénoncé ce traité, se sont retirés de ce traité. Et aujourd'hui, on ne sait pas, il est très probable, ou possible, que des missiles de ce genre puissent être de nouveau installés en Europe, ce qui ne serait pas un grand résultat. Un autre engagement fondamental, c'est le JCPOA sur le nucléaire iranien que le président Trump a dénoncé en 2018. Et là aussi, c'était une erreur, je crois, formidable de la part des États-Unis d'abandonner un accord qui n'avait pas de précédent parce que il n'y avait pas aucun pays qui avait, disons, atteint un niveau tellement avancé dans le secteur nucléaire a jamais accepté des contrôles et, disons, et des limitations que l'Iran avait accepté en ce temps-là. Donc, c'était un avantage énorme pour la non-prolifération qui a été, c'était une occasion vraiment manquée de tous les points de vue négatifs, surtout pour le monde occidental, étant donné qu'aujourd'hui, l'Iran est totalement, je dirais, on le voit tous les jours, entré dans la orbite stratégique de la Russie et de la Chine. Finalement, je dois revenir un moment sur la question coréenne. Il y a eu cette initiative intéressante de la part de
Trump d'établir un dialogue direct avec le leader Kim Jong-un de la Corée du Nord. Mais là aussi, le centre fondamental de cette initiative est d'arriver justement à une dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais cette négociation a été menée si mal par le président Trump et par ses collaborateurs qui, en réalité, ne voulaient pas arriver à un accord sur ce sujet. Et donc, cet accord aussi a été un fiasco, et c'était un vrai dommage parce qu'à cause de ce manque de succès, tout, tout le dialogue qui s'était établi entre les deux Corées en même temps a été pratiquement abandonné. Aujourd'hui, la situation de la péninsule coréenne est une situation, je dois dire, très dangereuse, qui est plus ou moins la même situation que nous avons en Europe, peut-être aussi un peu pire. Voilà. Alors, encore un autre, disons, retrait d'un traité fondamental, c'est la décision récente de la part de la Fédération russe de dératifier le traité CTBT sur les essais, la prohibition des essais nucléaires. Je crois qu'en français, vous utilisez le terme TICE, non? Traité, je ne sais pas, sur l'interdiction des essais nucléaires, qui a été dératifié, c'est-à-dire que la Russie est sortie de ce traité. Et donc, c'est un coup mortel, je pense, contre ce pilier, disons, du possible pilier de la sécurité internationale. L'entrée en vigueur de ce traité, qui n'est pas encore en vigueur, était soumise à l'approbation d'un certain nombre de pays, entre lesquels la Fédération russe. En sortant de ce traité, les chances que ce traité puisse jamais entrer en vigueur, je crois, se sont diminuées dramatiquement. Voilà, donc comme vous voyez, au lieu de faire des pas en avant, dans les dernières années, dans le secteur du désarmement nucléaire, nous avons fait clairement des pas en arrière. Alors, que reste-t-il? Que reste-t-il? D'abord, parlant du TIS, je dois dire qu'un morceau de ce traité est déjà en fonction, malgré le fait que le traité en soi n'est pas entré en vigueur, parce qu'il y a une moratoire sur les essais nucléaires de la part pratiquement de toutes les puissances nucléaires, non seulement celles du TNP dont nous allons parler, mais aussi des pays comme l'Inde, le Pakistan, Israël, ont respecté cette moratoire des essais nucléaires. Le seul pays qui a disons, fait des essais nucléaires après 1998 est la Corée du Nord. Mais à part ça, nous n'avons plus d'essais nucléaires dans le monde. C'est un résultat important. Et donc quelque chose reste, disons, du traité, même s'il n'est pas entré en vigueur. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que le pilier fondamental dans le secteur nucléaire reste encore le TNP, le traité sur la non-prolifération nucléaire. Vous savez très bien de quoi il s'agit. La plus grande partie des 191 membres de ce traité ont décidé de renoncer à l'arme nucléaire qui peut seulement être possédée par 5 pays que vous connaissez très bien et qui, par hasard, sont aussi les membres permanents du Conseil de sécurité. Mais ça ne veut pas dire que ces pays ont un droit à l'arme nucléaire. C'est une concession
au moins ça c'est mon interprétation, c'est une concession qui est faite à ces 5 pays de détenir l'arme nucléaire à condition qu'ils fassent des progrès dans le secteur des négociations de désarmement, en particulier dans le secteur nucléaire. Il y a un seul pays qui parle vraiment de droit à posséder l'arme nucléaire, et c'est la Fédération russe. Dans sa stratégie, disons, nucléaire, il est dit clairement, on parle clairement du droit à posséder l'arme nucléaire. Mais les autres pays, je crois, que n'ont pas utilisé cette expression. Si vous permettez, je vais ouvrir une petite parenthèse sur la France. Quelque chose de personnel. La France a adhéré au traité au TMP beaucoup plus tard que les autres, en 1992. Mais moi, j'étais conseiller politique à Madrid, et une de mes tâches était justement de convaincre les Espagnols qui sortaient du franquisme d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire. Et les choses allaient bien, et j'avais écrit un article sur le journal El País pour, disons, exprimer la satisfaction du fait que l'Espagne entrait dans ce traité. Et j'avais ajouté, on se demande pourquoi la France n'adhère pas à ce traité, puisque ce traité la reconnaît comme puissance nucléaire. L'ambassadeur français a lu cet article, et mes collègues français m'ont dit qu'il a bondi sur sa chaise quand il a vu que la France devait adhérer au traité de non-prolifération. Et il m'avait invité à un dîner le soir même ou le soir d'après dans sa résidence, et il a fait une chose qu'on fait presque jamais, c'est celle il m'a désinvité. C'est-à-dire que je n'étais pas, disons, un invité agréable. Seulement que ça s'est passé en 88, mais 4 ans après, effectivement, la France a adhéré au traité de non-prolifération, et donc ça m'a fait un grand plaisir, disons, que la France entre. Je ferme la parenthèse pour dire que bon, le traité de non-prolifération reste, selon moi, un pilier de la stabilité internationale, et que malgré le fait que les choses ne se passent pas très bien, même dans ce secteur, il faut absolument le maintenir en vigueur, surtout parce qu'il est, il est accepté par au moins 5 des pays qui possèdent l'arme nucléaire, mais même les 4 qui ne sont pas reconnus comme puissance nucléaire par le TMP, disons qu'ils soutiennent beaucoup le traité de non-prolifération et aimeraient bien participer, disons, accéder à ce traité, mais comme pays militairement nucléaire, ce qui n'est pas possible. Alors, je crois que on ne peut ne pas parler aussi du traité sur la prohibition des armes nucléaires qui est entré en vigueur il y a quelques années récemment. Comme résultat disons, de la frustration des pays, disons, qui ne sont pas des puissances nucléaires, par le fait que les pays membres, disons, les membres du traité qui ont des armes nucléaires n'ont pas fait des progrès suffisants dans le secteur du désarmement. Et donc, ce traité, que je ne sais pas comment vous l'exprimez en français, le TPNW, c'était le TIAN, la prohibition totale des armes nucléaires. C'est un très beau traité, si vous voulez, mais parce qu'il interdit
totalement les armes nucléaires, pas seulement l'utilisation, mais aussi la possession et, et le stationnement. Donc, qui a un seul fondamental défaut, c'est qu'aucun des pays qui possèdent l'arme nucléaire n'a, ne l'a pas ratifié. Mais c'est pas seulement ça, mais il y a une hostilité contre ce traité qui est, selon moi, au moins exagérée. Mais c'est ça. Il, il a été ratifié par 70 pays et signé par 122 pays. Mais ce qui me paraît important, c'est de ne pas, disons, s'obstiner contre ce traité. Il faudrait effectivement le respecter. Il faut dire que ce qui est évidemment une des caractéristiques du TPNW, c'est qu'il ne reconnaît pas l'état, disons, la situation des 5 pays qui sont reconnus par le TNP comme des pays nucléaires. Donc, ça, c'est très difficile que ces pays puissent, disons, adhérer à ce traité. Voilà, on doit, si on parle de ce qui reste encore, on doit parler aussi du traité New Start, le traité stratégique entre les États-Unis et la Russie, qui a établi des limites aux arsenaux des deux pays, 1500 missiles, non, 1500 ogives nucléaires et 750 vecteurs nucléaires. C'est un traité important. Malheureusement, son échéance n'est pas lointaine. En 2026, il ne sera plus valable et surtout, il n'y a aucune négociation pour un remplacement avec un autre traité ou sa prorogation. Donc là aussi, c'est encore un traité en vigueur, mais que les Russes ont décidé de ne pas vraiment appliquer. Surtout, ils ont abandonné la partie importante qui est celle des vérifications. Et donc, là aussi, les possibilités que cette partie stratégique qui est fondamentale puisse disparaître est aussi une possibilité, je dirais, qui doit nous préoccuper. Je passe maintenant à certaines conclusions qui se réfèrent à la situation actuelle. Je crois que la guerre en Ukraine a vraiment bouleversé la situation générale qui était déjà compliquée. À la veille de l'invasion russe, il y avait eu une réunion des 5 pays nucléaires du TNP, où encore, disons, ces 5 pays ont pu trouver un accord, disons, sur un minime dénominateur commun, qui était cette déclaration selon laquelle une guerre nucléaire ne doit pas être combattue et ne peut pas être gagnée. C'est vraiment le minimum, je crois, pour ces pays de se mettre d'accord sur un texte qui en réalité avait été déjà, disons, accepté par autant de Reagan et Gorbatchev. Mais après cette déclaration c'était vraiment la veille de l'invasion russe, donc 2022, il n'y a plus eu de rencontres de ce genre et vraiment il n'y a plus, disons, l'occasion
pour les puissances nucléaires de se parler entre eux, ce qui est vraiment très regrettable. Le seul forum dans lequel ces pays, je ne parle pas seulement des 5, mais de tous les autres pays nucléaires, à l'exception de la Corée du Nord, c'est le G20, des pays, disons, des pays industrialisés à large. Et là, la question nucléaire se pose et s'est posée, et ils ont trouvé un accord sur le concept de l'inadmissibilité de l'usage et de la menace de la force nucléaire. Là aussi, c'est pas un grand progrès, mais quand même, c'est au moins une déclaration qui a une certaine signification. Ce qui serait plus logique serait que les États nucléaires se mettent d'accord sur le concept du non-first use, c'est-à-dire de ne pas utiliser en premier l'arme nucléaire. C'était disons, une formule et un concept qui semblait être acceptable il y a encore, disons, quelques années, quelques mois, surtout parce que surtout les administrations américaines démocrates avaient, disons, un intérêt pour ce concept de ne pas utiliser en premier l'arme nucléaire. Mais maintenant, même ce concept n'est plus considéré comme une possibilité. Il y a quelques semaines, le 18 mars, la présidence japonaise du Conseil de sécurité a convoqué le Conseil de sécurité et pour parler justement du désarmement nucléaire, mais surtout pour essayer de séparer, disons, les questions stratégiques, les questions nucléaires du conflit ukrainien et de la situation au Moyen-Orient, c'est-à-dire de disons séparer, c'est plus facile, de séparer le secteur des armements de la crise internationale. Malheureusement, la Russie n'a pas accepté ce concept et il y a eu même une proposition des États-Unis d'établir un dialogue stratégique avec la Russie, mais la délégation russe n'a pas accepté cette proposition sans proposer d'autres alternatives. Je crois que la Chine en ce moment est celle qui pourrait théoriquement, disons, donner un peu de soutien à quelques formes de négociation dans ce secteur. Les Chinois ont proposé au Conseil de sécurité un traité sur la non-utilisation en premier de l'arme nucléaire. C'est une vieille, disons, position chinoise, mais qui est quand même assez importante, je dirais. Et la Chine a des relations préférentielles avec la Russie, que nous connaissons, mais elle a aussi un dialogue stratégique avec les États-Unis. Biden s'est rencontré Xi Jinping à San Francisco et ils ont entamé, disons, un dialogue dans ce secteur. C'est une puissance nucléaire modeste là, pour le moment, la Chine. Et donc, je crois que les Chinois devraient avoir un peu plus de courage et établir une certaine leadership dans ce secteur.